Evening News. Les ressortissants du village de Ouattaguna appellent à la protection de l'État. Des cris de cœur lancés après l'attaque armée qui a fait une cinquantaine de morts le lundi dernier. Situation sécuritaire et sociale au Mali, où va la transition? Nous y reviendrons tout de suite. Pour finir, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa dit avoir tenté de résister à la corruption. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. 6 enseignants ont été arrêtés dans des affrontements entre les syndicats des enseignants et les forces de l'ordre lundi dernier à Nuro du Sahel. Ces enseignants arrêtés sont placés en garde à vue au commissariat de police. Les grévistes ont essayé d'empêcher les examens DPS, mais ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Le monde célèbre demain 12 août la journée internationale de la jeunesse. Au Mali, la population jeune constitue plus de 50% de la population. Cette frange de la population est confrontée à plusieurs défis. Voyons la jeunesse malienne et ses défis avec Aruna Saliakone. 54% de la population malienne a moins de 18 ans selon l'UNICEF. En outre, 29% d'entre eux qui ont 18 et 35 ans n'ont pas d'emploi et ne sont pas à l'école selon une statistique de l'Afrobaromètre. La jeunesse est considérée comme l'avenir de tout pays. Les défis qui attendent donc cette jeunesse s'appellent la prise de la relève. Un défi loin de la portée, quand on sait qu'au Mali, le système éducatif qui doit former cette jeunesse est défaillant depuis un bon moment. L'inadéquation entre les filières enseignées et les besoins du monde de l'emploi constitue une grande faille du système. Ce qui destine directement les milliers de diplômés qui sortent chaque année des universités maliennes au chômage. La jeunesse doit trouver un travail, s'insérer dans la société et vivre dignement. Mais par manque de perspectives, beaucoup se sentent obligés de passer par des méthodes peu recommandées pour arriver à leur fin. Beaucoup sont ceux qui tombent dans la drogue, le banditisme ou se font recruter par des mouvements terroristes. D'autres optent pour l'immigration clandestine. On peut dire donc que le désœuvrement des jeunes constitue un terreau fertile pour le terrorisme et pour le crime organisé dans notre pays. Le manque de perspectives pour la jeunesse a aussi créé au Mali un conflit générationnel. Les voix s'élèvent de plus en plus pour demander aux aînés de faire de la place aux jeunes. Cette position est battue en brèche par certains aînés avec l'éternel argument qui est « vous n'avez pas d'expérience ». Un jeu de ping-pong. Quoi qu'il en soit, les défis et les attentes de la jeunesse sont nombreuses. La jeunesse mérite une attention particulière des autorités si c'est réellement elle l'avenir du pays et si elle doit contribuer à son développement. Je vous en parlais dans les titres, une attaque armée a fait plus de 50 morts à Ouattaguna le lundi dernier. Le bilan est inédit. Jusque-là, l'attaque n'a pas été revendiquée. Les populations meurtries appellent à la protection de l'État. Écoutons Al-Mahadi Mustafa Sissé, coordinateur de la coalition des organisations sédentaires Songwe, collectif Songwe Shawara Batsu. Il était au micro de Aruna Saliakone. C'est triste, mais 54 ou 51 personnes dans des contextes comme ça, sous forme de carnage, et face à l'indifférence dans un secteur qui est quadrillé par des groupes armés, mais aussi dont on a la présence des forces armées maliennes qui n'étaient pas très loin. Les populations sont victimes parce qu'elles sont restées loyales à l'État. Parce que souvent, elles veulent être républicaines, laïques, dans un pays comme le Mali, qui a un drapeau vert, jaune, rouge, face à toutes les sirènes qui sifflent autour d'elles. Maintenant, puisqu'ils refusent de collaborer avec elles, on les fait souvent des représailles pour leur dire « mais vous dites que vous êtes avec l'État du Mali, on ne va pas d'État ». C'est une des explications que nous donnons, qu'on ait une pensée pour toutes ces familles, pour tous les parents de ces victimes, qu'on se mette à leur place, que ça peut être mon frère, ma maman, mon oncle, et là le regard va changer. On n'a pas l'impression que les gens ont compris. Et dans cette phase de douleur, on a besoin de sursaut, on a besoin d'union, mais on a aussi besoin d'un État fort qui nous protège. L'État du Mali, c'est surtout à l'État du Mali dont l'une de ses missions régaliennes est d'assister, de protéger les personnes et leurs biens. Nous parlons encore d'attaques sur le territoire malien. L'Association malienne des droits de l'homme, AMDH, à travers un communiqué de presse, a condamné avec énergie l'assassinat de plus de 40 civils dans les villages de Karou, Ouattaguna et Daoutegef, dans le cercle d'Ansongo, région de Gaour, avant d'exhorter les autorités judiciaires à diligenter l'ouverture d'une enquête. Abdoulaye Koniba Kounate.
L'Association malienne des droits de l'homme, AMDH, condamne avec énergie l'assassinat de plus de 40 civils dans les villages de Karou, Ouattaguna et Daoutegef dans le cercle d'Ansongo, région de Gao. Peut-on lire dans ce communiqué. En effet, ce document de l'AMDH survient 24 heures après la série d'attaques qui a ciblé le cercle d'Ansongo, faisant plusieurs dizaines de victimes civiles. Par ailleurs, l'Association malienne des droits de l'homme rappelle aux autorités la nécessité de renforcer les efforts pour lutter efficacement contre l'impunité des violations graves des droits de l'homme qui serait l'une des raisons fondamentales de la perpétuation des attaques contre les paisibles citoyens. Conformément à sa mission de protection des droits humains, la MDH invite les autorités à assurer leurs devoirs régaliens dans le cadre de la sécurisation des personnes et leurs biens. La MDH présente ses sincères condoléances aux familles et proches des victimes, tout en priant pour le repos éternel des âmes des défunts. À quelques 7 mois de la fin de la transition, la situation sécuritaire et sociopolitique du Mali se dégrade de plus en plus avec la recrudescence des attaques un peu partout dans le pays et des grèves répétitives, ce qui peut fortement alterner le dénouement de cette période, surtout les élections qui sont censées clôturer la transition. Suivons. La transition malienne expose de jour en jour des symptômes qui ne présagent pas une bonne issue pour la suite de la transition. 2 coups d'État en 9 mois, bras de fer du gouvernement avec les enseignants, pression de la communauté internationale, agression du président de la transition, des grèves répétitives de différents corps de métier, sans compter un plan d'action du gouvernement jugé par certains comme étant irréalisable en si peu de temps. En plus de tout ceci, des attaques terroristes à Eremakono, Niémédougou, Mandoro, Boulkessi, Gomakura, Dogofri, Sogomadjougou et Ouattaguna placent plusieurs localités du nord et du centre du Mali en zone rouge. Acclamées le 18 août dernier, les nouvelles autorités transitoires avaient fait vibrer le cœur des Maliens de confiance. Beaucoup espéraient une nette amélioration de la situation sécuritaire se basant sur la formation militaire des nouveaux dirigeants. Un rêve qui a très vite coulé sous le flot des paroles, laissant place à une réalité amère et pleine de supplices. Lors de sa dernière visite, Alioune Tine, l'expert indépendant de l'ONU, affirmait, je cite, « Nous sommes en face d'un État affaibli et impuissant qui assume difficilement la protection des populations civiles face aux groupes armés qui essaiment dans tout le pays. » Fin de citation. Selon ces mots, les nombreuses violations des droits humains mettent en péril la survie de l'État. Ils auraient révélé sur les 3 derniers mois au moins 43 exécutions extrajudiciaires perpétrées par les forces de sécurité et 258 attaques commises par les groupes armés et les milices communautaires en 6 mois. Quant au chiffre des enlèvements, 435 ont été documentés de janvier à juin, soit 5 fois plus que sur toute l'année 2019. Se référant à ces chiffres, l'organisation des élections dans le délai attendu, c'est-à-dire courant 2022, comme l'avait affirmé le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, reste improbable. Car le défi sécuritaire reste à ce jour l'un des plus grands obstacles à l'organisation d'élections libres et transparentes sur l'ensemble du territoire malien. Parlons santé à présent. La deuxième phase de campagne de vaccination contre la COVID-19 au Mali débute le 23 août 2021. 700 millions de francs CFA, tel est le coût de la réalisation de cette deuxième phase de vaccination contre la COVID-19. L'information a été donnée hier par le ministre de la Santé et du Développement social, Aminata Traoré, pour le résumer. Dans le cadre du démarrage de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19, qui débutera le 23 août prochain, la ministre de la Santé et du Développement social, Mme Djeminatou Sangaré, a rencontré hier l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Denis Big Ankis, et plusieurs partenaires techniques, notamment l'Organisation mondiale de la santé OMS et le Fonds des Nations unies pour l'enfance, UNICEF. Au cours des échanges, Mme Djeminatou Sangaré a souligné que les vaccins Johnson & Johnson offerts par les États-Unis d'Amérique étaient un don très utile pour lutter contre la propagation de la pandémie dans notre pays et le monde entier. Concernant la poursuite de la campagne de vaccination avec le vaccin AstraZeneca, elle a rassuré qu'elle se fera très prochainement. Nous serons dans les délais afin que la deuxième dose soit disponible pour ceux qui ont fait la première, a promis la chef du département en charge de la santé. Elle a invité la population également à se mobiliser pour recevoir la dose du vaccin Johnson & Johnson. L'ambassadeur américain a de son côté rassuré que ce vaccin est viable. Il a rappelé que son pays a déjà investi plusieurs millions de dollars pour soutenir notre pays dans différents domaines, notamment la santé. Pour cette deuxième phase de la campagne de vaccination,
Le vaccin sera administré à la population à partir de l'âge de 18 ans. L'image du jour est consacrée au canal de Suez. Le canal de Suez est un canal navigable situé en Égypte, long de 193,3 km, large de 280 à 345 mètres et profond de 22,5 mètres. Il relie via 3 lacs naturels la ville portuaire de Port Saïd en mer Méditerranée à la ville de Suez dans le nord du golfe de Suez, partie septentrionale de la mer Rouge. Percé entre 1859 et 1869 grâce à une levée de fonds géante à la Bourse de Paris sous la direction du diplomate retraité français Ferdinand Lesseps, il permet aux navires d'aller d'Europe en Asie sans devoir contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance et sans rupture de charge par voie terrestre entre la Méditerranée et la mer Rouge. Le canal de Suez ainsi établi reprend la vieille idée de relation par voie d'eau entre les deux mers déjà mise en œuvre dans l'Antiquité par les pharaons égyptiens. À présent, l'actualité internationale avec Fanta Diarra. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, témoignant lors d'une enquête de corruption mardi 11 août, a déclaré qu'il avait choisi de rester mais de résister, plutôt que de démissionner de son poste de vice-président lorsque des allégations de corruption généralisée ont fait surface sous son prédécesseur Jacob Zuma. Ramaphosa, le numéro 2 de Zuma de mai 2014 à février 2018, a fait de la lutte contre la corruption un pilier de sa présidence, même si les partis d'opposition lui ont reproché de ne pas avoir fait assez pour arrêter la pourriture pendant son mandat de député. Apparaissant pour la deuxième fois lors d'une enquête portant sur des allégations de corruption au cours de 9 années au pouvoir de Zuma, Ramaphosa a déclaré que la première option qui s'offrait à lui était de démissionner de son poste de vice-président. Bien que cela lui aurait valu des éloges de la part de nombreux intervenants, a-t-il déclaré, cela aurait considérablement nui à sa capacité de mettre fin à la corruption. Il a déclaré qu'il avait finalement choisi de rester, mais de résister en espérant que nous pourrons renverser la vapeur. Ramaphosa a battu l'ex-femme de Zuma pour remporter la position de leader du Congrès national africain ANC au pouvoir en 2017, puis a aidé à organiser l'éviction de Zuma en tant que président. Alexei Navalny fait face à une nouvelle accusation pénale pour avoir créé une organisation qui a incité les Russes à enfreindre la loi, a déclaré mercredi 11 août la commission qui enquête sur les crimes majeurs. Navalny, le critique intérieur le plus féroce du président Vladimir Poutine, purge déjà une peine de 2 ans et demi pour des violations de sa libération conditionnelle. Il a été arrêté en janvier après son retour d'Allemagne où il se remettait d'un empoisonnement à un agent neurotoxique. Le nouveau crime est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison. Les autorités ont sévèrement réprimé les militants de l'opposition avant les élections législatives de septembre. Le comité d'enquête a déclaré dans un communiqué que Navalny et ses alliés avaient utilisé sa fondation anticorruption pour appeler les Russes à participer à des manifestations non autorisées en janvier que les autorités ont qualifiées d'illégales. Des combattants talibans ont saisi des bâtiments gouvernementaux clés de la ville de Kunduz dans le nord-est de l'Afghanistan, laissant les forces gouvernementales s'accrocher au contrôle de l'aéroport et leur propre base, a déclaré un législateur de l'Assemblée provinciale. Des images fournies par les talibans montraient le complexe de la Direction nationale de la sécurité et le siège de la police nationale afghane à Kunduz. Un porte-parole des forces de sécurité afghanes a déclaré que de violents combats se déroulent à Kunduz, alors que les forces de sécurité se battaient pour défendre la ville. Mais un législateur provincial de Kunduz a déclaré que les insurgés avaient pris des bâtiments clés dans la ville de 270 000 habitants, faisant craindre que ce ne soit le dernier à tomber aux mains des talibans. Les talibans ont également pris des bâtiments gouvernementaux dans la capitale provinciale du nord de Sar-i-Pul, chassant des responsables de la ville principale vers une base militaire voisine, a déclaré dimanche Mohamed Nour Rahmani, membre du conseil provincial de la province de Sar-i-Pul. Le pape François a déclaré qu'il était très peiné par le meurtre d'un prêtre français par un immigrant rwandais déjà sous enquête pour avoir mis le feu à la cathédrale de Nantes l'année dernière.
Le père Olivier Maire, 60 ans, chef de l'ordre missionnaire montfrontin à Saint-Laurent-sur-Sèvre, a été retrouvé mort dans une salle de l'abbaye. C'est avec une grande douleur que j'ai appris le meurtre, a déclaré François aux touristes et pèlerins français lors de son audience générale hebdomadaire. Il a exprimé ses condoléances aux membres de l'ordre, à la famille du prêtre et à tous les catholiques français. Je vous assure de ma participation au deuil et de ma proximité spirituelle, a-t-il déclaré. L'homme de 40 ans s'est rendu à la police lundi et a admis avoir tué le chef de la congrégation religieuse où il résidait alors qu'il attendait son procès pour l'incendie de la cathédrale. Le procureur de la Roche-sur-Yon, Yannick Le Gauthier, a déclaré aux journalistes que la police avait retrouvé le corps du père Olivier Maire dans une pièce dont le suspect leur avait remis la clé. Suite à l'incendie de la cathédrale en juillet 2020, le suspect a été maintenu en détention jusqu'à fin mai, avant d'être libéré sous contrôle judiciaire et placé à l'abbaye, a précisé le procureur. Après avoir parlé de vouloir partir, il a été transféré dans un hôpital psychiatrique où il est resté jusqu'en fin juillet. Un mot de foot dans cette édition. Qui l'aurait cru? Lionel Messi est désormais parisien. Après l'annonce de son départ par le FC Barcelone, l'attaquant argentin s'est engagé avec le Paris Saint-Germain pour un contrat de 2 ans avec 1 an en option. Le récit avec Amadou Tolo. Après l'annonce de son départ par le FC Barcelone, l'attaquant argentin s'est engagé avec le Paris Saint-Germain pour un contrat de 2 ans avec 1 année en option. Tout a basculé à partir de jeudi soir. Alors que tout le monde attendait le prolongement du contrat de l'Argentin, le FC Barcelone a annoncé à la surprise générale le départ de sa star après plus de 20 ans passés en Catalogne en Espagne. En raison de nombreux problèmes économiques suite à la nouvelle règle imposée par la Liga, le club catalan n'a pas pu prolonger le contrat du septuple Ballon d'Or et l'a laissé partir. L'occasion étant bonne, les dirigeants du Paris Saint-Germain PSG n'ont pas tardé à la saisir. Lionel Messi est arrivé gratuit et libre de tout contrat au PSG et touchera la somme de 29 millions d'euros par an, hors taxes et bonus, soit la moitié de ce qu'il touchait l'année dernière. L'ex-joueur de Barcelone est atterri hier à Paris dans l'après-midi pour peaufiner les derniers détails de son contrat et faire sa visite médicale. Le joueur de 34 ans a ensuite pris part ce mercredi matin à une conférence de presse en compagnie du président du club parisien Nasser El Khelaifi. Avant de faire une apparition devant les ultras parisiens, les principaux supporters du club. En conférence de presse, l'Argentin a avoué bien connaître les vestiaires parisiens et aura la chance de rejouer avec son ami et nouveau coéquipier Neymar. Messi a aussi été influencé par l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino et la qualité de recrue estivale du PSG qui a fait signer entre autres Sergio Ramos, Hakimi, Ziyech et Wijnaldum. Au PSG, il portera le numéro 30 et devra attendre encore le feu vert du staff technique avant de débuter les matchs. Messi va-t-il séduire au Paris Saint-Germain? L'avenir nous le dira. C'est la fin de cette édition. Fidèles téléspectateurs, merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur Joliba TV News. Joliba Evening News.